Merci pour la fidélité. Nous avons un programme canal numérique télévision. Bisika Inso Bozali ko capter biso to Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamuna nouveau numéro ya Tribune Libre. C'est vrai qu'actualité est bousculante. Le nom contemple à travers Biteni Mibale Nako Bandana nous namona mboka Séraphin Umbaka Pepe azali acteur politique, membre et regroupement IDPS Kibasa et allié. C'est vrai que c'est pour l'union sacrée de la nation. Yé azali ko sengete bayi politique en mboka Congo basal les sous RRT. Ils n'ont aucun droit à l'erreur, pambate, baye le kaka liboso na bango, basalaka ba erreur yoko oyo ekoki ko servir bango de tout faire de sorte à ce que bazongela yango le susute esengeli biso banso tozala aliment pona ntombo a Congo. Naye nde to ko kundola likambo oyo ezeli ko loba na ba réseaux sociaux pona botongi ba université na mbongo arabe. Simana yende toko baluka na ngambu ya Jean-Benoît Tando yazali président ya Organisation des Travailleurs Unis du Congo syndicat yazali ko senga basali ya mboka Congo ete bazela kino suka ya sanzo ya yambo po bamona na lifuti ya suka sanzo yo soki SMIG actualisé na mutué à 21 500 et qu'on s'appliquait T ndenge mama première ministre Judith Suminho Tuluka à Lobaki na audience à Kordaki na délégation intersyndicale nationale du Congo kimia mpe boboto comme botan bila ndenge to Lobaki na kotelete to ko kundola makambo oyo etali décision gouverneur de la ville province à Kinshasa Daniel Bumba Lubaki azwaki pona ko larguer 3000 agents contrôleurs bako faire respecter code de la route un peu ko protéger les usagers kinois mingi ko contrôler les 4 documents en une fois: contrôle technique, permis de conduire, vignette, mpe assurance. Ndenge moko pe botongi ba université na mbongo aram pambate Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na kananga na Kasai Central bisika kana kei ko inaugurer ba ouvrage réalisé na coin 1 particulièrement université moderne de Kananga. En attendant parachèvement, il y a tronçon Kananga Kalambambouji, un peu projet à chute Katembe. Donc, ce qui s'en aille dans le Cambo, il y a dialogue inclusif. Tomoyoka. Bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Répondez-vous alors à ceux qui pensent qu'il fallait prolonger le moratoire, soit donner un délai de grâce aux retardataires pour qu'ils puissent s'acquérir ces documents? Oui, retardataire, est-ce que je n'ai pas suivi le dossier avec beaucoup de technicité, le moratoire, si les guichets sont toujours pleins, n'est-ce pas? Et que les gens peuvent vous prouver que moi, depuis que je suis au guichet, ça fait 4 jours, je dors là-bas, on ne m'a pas reçu, on ne m'a pas donné le permis. Là, le moratoire, c'est justifié. Vous arrivez chez la SIRER, d'ailleurs, ce n'est même plus comme à l'époque, on avait technique SONAS. On a plus c'est déjà décentralisé. Vous arrivez, vous trouvez que c'est plein, les gens dorment dehors, ils n'ont pas pu prendre. Ils ont même travaillé dimanche et qu'on n'a pas pris. Là, le moratoire, c'est justifié. Contrôle technique, est-ce que c'est plein aux différents points? Aussi, peut-être la question des contrôles techniques. Est-ce que nous avons aussi autant de points de contrôle technique? Ça, il faut peut-être repenser. Il faut qu'il y ait une justification qui puisse justifier un moratoire. Si c'est seulement par accoutumance, comme on ne contrôle pas, on n'achète pas. Dès qu'on contrôle, tout le monde est surpris. Non. Il faut qu'il y ait cette culture du spontané, du normal, de faire quelque chose normalement comme il se doit et en temps réel. D'aucuns pensent que comme on venait de traverser d'une année à l'autre, il fallait comprendre la vie sociale de la base quinoise parce que le panier de la ménagère n'a pas directement changé pour que l'on puisse
puisse s'acquérir les 4 documents en une fois? Non, nous connaître la dernière des sociétés. Est-ce que les documents qu'on demande, je prends le cas du permis. C'est ce permis qu'on nous a demandé il y a 2 mois ou 4 mois ici. Et là, lorsqu'on vous fait le vérifier au mois de janvier 2026, vous dites que ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Je dis que c'est faux. Lorsque l'assurance aussi, donc chacun prend l'assurance quand il estime que son assurance est terminée. Si tu as pris ton assurance au mois de mai, tu as encore jusqu'au mois de mai, donc disons que vous n'avez jamais eu d'assurance. Personne ne nous dira que tous nous avions acheté des véhicules au mois de janvier et qu'on ne doit pas nous réclamer l'assurance au mois de janvier. L'assurance est annuelle. Le jour que toi tu avais acheté ton véhicule, quand ça te termine, tu le renouvelles. Bon, contrôle technique, si c'est ce même contrôle technique qu'on nous a demandé il y a 1 mois, cette gestion non plus ne passe pas. Donc, le timing janvier, ça n'a rien à voir avec le contrôle. Du moins, bon, je crois sincèrement que l'État doit fonctionner. Le jour où l'État prendra effectivement sa responsabilité, sa vraie place dans la tête des Congolais, donc les choses vont marcher. Pour certains, larguer 3000 agents alors que l'on a les agents de la PCR, il fallait peut-être harmoniser en amont ou prendre l'argent de la prise en charge de tous ces 3000 agents-là, mettre dans la formation même au niveau de l'INPP pour avoir une brigade. L'État ne fonctionne pas comme ça avec des calculs domestiques. Non, l'État a ses mécanismes. Parce que tous ces agents qu'on va larguer sur la place publique sont les agents de l'État. Donc, ils sont en train de travailler, ils accomplissent leur mission. S'ils viennent en mission, leur mission en appui de la police de roulage, vous n'allez pas leur interdire de venir en appui parce que c'est prévu. Ce qui est, je ne pense pas que la personne qui a ces 4 documents se poserait ces questions. Quel que soit le nombre de policiers largués sur la route. La personne qui a ces 4 documents ne se poserait pas de questions de l'effectif. Ne s'apitoyerait pas non plus pour les sorts des PCR qui voient les gens venir les aider. Donc par contre, ce serait un soulagement, surtout avec l'incivisme routier aussi que nous constatons dans les chefs des différents chauffeurs. Les statistiques de la SECO prouvent à suffisance qu'il y a à peine une dizaine de pourcentage de ceux qui sont en ordre. Ne voyez-vous pas que les transports à qui la faute risquent d'en pâtir? À qui la faute? C'est la faute de la SECO. La SECO qui sait que ses abonnés ou ses syndiqués sont à moins de 10% d'acompte détenteurs des documents. Je crois que la SECO doit se regarder. Pourquoi vous pouvez avoir des membres de votre association qui ne sont pas en règle avec l'État et vous estimez qu'ils sont heureux d'être membres de votre association? Je crois que les syndicats aussi ont pour mission d'éduquer et de contribuer au service de notre population. Que faire? Vous dites que les transports vont en pâtir, effectivement, les transports vont en pâtir. Que faire? Devons-nous nous accoutumer au désordre parce que les transports vont en pâtir? Bon, ça devient vraiment de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi il y a parfois des mesures impopulaires qu'on peut prendre pour faire avancer la société. Que faire alors pour que les faits d'entraînement ne puissent pas faire rater les vrais objectifs pour lesquels cette décision avait été prise? Non, je ne veux pas être pessimiste avec vous. Il y a des faits d'entraînement. Qui a dit qu'il y aura des faits d'entraînement? Et effectivement, ceux qui ont pris la mesure ont étudié le pour et les contre. L'essentiel, si quelqu'un estime que demain, il doit faire son commerce, aujourd'hui, il court pour remplir les devoirs, se prendre les documents. C'est donc une affaire à suivre. Tournons la page. Les Kassaïens attendent le premier citoyen congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kasaï central. C'est le 26 janvier 2026 pour inaugurer plusieurs ouvrages réalisés dans ce coin de la République, dont l'université de Kananga. Il y a une fenêtre qui circule dans le boulevard numérique sur la problématique des fonds perçus par le ministère de Pétentique, RAM. Qu'est-ce qu'il y a dans
tout ce qui se raconte au jour d'aujourd'hui. Ces ouvrages étaient financés avec l'argent de l'âme? Oui, mais bon, je crois que la question est réelle. Elle est même bonne, elle mérite une réponse, mais la tournure que vous avez pris pour arriver à la question me laisse un peu perplexe. Donc ce ne sont pas des rumeurs qui circulent, mais c'est une réalité. Nous l'avons toujours dit, que quand les gens se posent la question, continuent à se poser la question où est parti l'argent de l'âme, nous avons dit qu'il y avait toute une série de réalisations ou de programmes qui étaient autour du registre des appareils mobiles. La récupération des téléphones volés, la mise en place des Wi-Fi et la construction des universités modernes, parce que les universités modernes devaient contenir aussi les outils numériques. Ce n'est un secret pour personne que l'argent, lorsque le Parlement a décidé, par une résolution, qu'on devait arrêter la perception de ces fonds, le chef de l'État a mis son point d'honneur sur la construction des universités, et nous en avons la preuve. Ça, c'est disons, 4e institution que nous voyons. Il y aura bien sûr une 5e à Bounia. 5, je parle 5 parce qu'ils peinent quand on dit on a réhabilité, oui, mais le mot réhabilité paraît un peu, mais c'est une réalité parce que l'IPEN a toujours existé. Mais ce que vous voyez là, c'est pas l'IPEN qui existait avant. Ce que vous voyez à l'UBTP, ce n'est pas non plus ce qui existait avant. Mais on parle de la réhabilitation parce qu'il y a eu l'existant. Mais Mbujimaï et Kananga, c'est sorti du sol avec votre argent, $1 que vous avez donné à l'État, en pleurant bien sûr, parce qu'il y avait des raisons aussi de pleurer, parce que ça dérangeait quand même la quiétude. Mais il fallait y arriver. C'est de l'appendicite, on doit opérer pour enlever quelque chose. C'est une césarienne aussi à effectuer sur une maman pour sortir un enfant. Aujourd'hui, ça fait une fierté pour la République. D'ailleurs, je crois que même un personnage le plus contesté comme Nanga, qui a eu à le reconnaître, pour nous c'est une fierté. Quand Nanga dit que Tshisekedi est tribaliste, il a pris l'argent de tout le monde pour aller construire des universités chez lui au Kasaï. Pour nous, nous disons, bien sûr, même si c'est une contre-vérité, mais du moins, sortant de la bouche de ce personnage contesté, c'est plus qu'une évidence. Et là, j'ajoute que IBTP, IPN et l'université de Bounia, ce n'est pas au Kasaï. Donc, le chef de l'État n'a fait que justice à cette jeunesse congolaise qui, du reste, peut étudier dans tous les recoins. Parce qu'il y en a qui ont étudié à Kisangani sans être de Kisangani, il y en a qui ont étudié à Kinshasa sans être de Kinshasa, il y en a qui ont étudié à Linilou sans être de Lubumbashi. Donc, c'est un don de la jeunesse congolaise, fait à la jeunesse congolaise, de tous bords. Je parle de proximité et du choix de tout un chacun. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va me pousser. C'est votre enfant de Kinshasa à aller étudier en Mbujimaï, vous les parents, vous le savez. Qu'est-ce qui pousse nos enfants à aller étudier au Maroc, au Canada, pourquoi pas? Au moins, nous avons 5 universités dignes qui s'ajoutent aux 3 autres que nous connaissions avant. Donc, il y a entre 60 et 2025, nous pouvons compter 5 à 7, 8 universités dignes de nom qui rivalisent effectivement avec les universités que nos enfants vont chercher dans d'autres cieux. Maintenant, on a rapproché la modernité à nos côtés. Aujourd'hui, vous assurez, vous apaisez ceux qui critiquaient à corps et à cri les détournements de l'argent de l'âme. Oui, mais c'est comme Galilée, on dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, les autres non, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, si Galilée est déjà décédé, aujourd'hui on lui donne raison. Il faut en être fier. Dialogue, parlons-en. Dialogue inclusif, dialogue national. Pour certains, il faut d'abord résoudre les problèmes des préalables. Quels peuvent être les préalables d'après vous? Je ne suis pas dans votre pensée, monsieur le journaliste, mais dialogue, oui, mais sur quoi? Moi, ma démarche, c'est là. Ça, bien que je ne suis pas dans votre pensée, je pense que s'il y a dialogue, il faut qu'on discute autour de cette fameuse ou une communauté entre guillemets minoritaire Tutsi. On en discute des fonds tampons.
Oui, Banyamulenge, c'est encore une fixation. Parce que Banyamulenge, c'est vraiment au sud Kivu. Alors que la communauté Tutsi, il y en a, Rutshuru et autres, donc le nord Kivu. Lorsqu'on dit seulement Banyamulenge, ça fait une fixation. Mais oui, cette communauté qui sert à tort d'argument à Kagame de venir de temps en temps prendre nos richesses sous prétexte qu'il viendrait protéger ces gens-là. Nous pensons qu'il pourra y avoir un débat sérieux parce que le Congo doit se regarder, se poser aussi la même question. Qu'est-ce que le Congo n'a pas encore fait pour cette communauté? Une communauté arrivée d'abord comme réfugié et bon, l'État est allé loin à accorder une nationalité. Et en termes de personnalité ou des individualités, nous connaissons depuis Mobutu d'ailleurs. Et cette communauté était aussi marginalisée comme je pense. Déjà, Mobutu n'en mettrait pas un directeur de cabinet de cette communauté-là. Déjà, tout récemment, le Congo lui-même n'en créerait pas un vice-ministre, un vice-premier ministre, et puis chargé de la défense. Si vraiment le Congo avait une vision, une idée claire de l'extermination de cette communauté, je pense peut-être que c'est autour de ça qu'on a discuté. Mais que les autres. Maintenant, la présence, quand on dit inclusive et tout ça, je ne pense pas que ces débats puissent tourner autour de la gouvernance ou autour de la légitimité du pouvoir de Tshisekedi. Non, ça c'est... Bon, je dirais que c'est léger. C'est vraiment léger de penser de la sorte parce que nous devons, à tous les mois, pointer du doigt les Rwandais. Et savoir pourquoi, de temps en temps, 30 ans aujourd'hui, chaque fois, on doit faire cette incursion, venir tuer la population, rentrer, chercher des alibis, et toujours les mêmes alibis. Soit, quand ils sont au début là-bas, ils cherchent des FDLR, aujourd'hui, ils sont à l'est, ils ne trouvent pas les FDLR. Quand cet argument disparaît, il parle de la protection de la minorité Tutsi, alors que cette communauté Tutsi, l'État congolais a tout donné, même peut-être si on extrapole jusqu'à la présidence de la République, lorsqu'on sait qu'on a eu un président dont la nationalité était entre guillemets un peu douteuse. Donc cette communauté, la République démocratique du Congo, a tout donné, et en termes de préalable. C'est pourquoi on s'est dit, bon, si on peut dire qu'il faut franchir un cap, Rwanda, agresseur ou pas, oui, vous n'entrez pas dans la salle, ou non, vous accédez à la salle. Bon, je ne sais pas autour de quoi on va parler, et le préalable, c'est du moins cette reconnaissance de l'agression ou pas du Rwanda par cette communauté. Au finish, on va aboutir à quoi après ce dialogue? Non, nous ne sommes pas des devins. Si on négocie, je crois qu'il faut aboutir peut-être à créer un ministère chargé de la gestion des minorités. Et revenir encore au brassage, mixage que l'on a connu 2003, 2009, 2013? Non, j'ai évité sciemment de parler de ça. Moi, j'ai dit qu'il faut peut-être arriver à créer un ministère chargé de la gestion des minorités, des questions des minorités. Donc, ça nous permettra de voir comment nous allons intégrer encore davantage nos amis de cette communauté-là dans les systèmes, dans le fonctionnement normal de l'État, alors que même aujourd'hui, cette thèse ne se justifie pas. Pas du tout. Parce que même dans le brassage, le mixage, à l'heure qu'il est, dans notre armée, nous avons quelques officiers et officiels ici de cette communauté-là. En fait, c'est cet alibi rwandais qui nous empêche soit de fonctionner ou qui nous permet de fonctionner à dans des sites. Il faut vraiment vider cette question et couper le cordon ombilical entre les communautés toutes du Congo et l'État rwandais. C'est de quoi, s'il y a un débat à faire, ça doit être autour de ça. Nous aimerions en être fiers qu'aujourd'hui, lorsque les Rwandais nous agressent, que la communauté toute du Congo s'élève aussi contre les Rwandais, se sentir patriote pour dire le contraire du Congo. Oui, dire le contraire. Pourquoi à chaque fois que les Rwandais nous agressent, et facilement ils prennent une position pour l'État agresseur? C'est peut-être les débats doivent tourner autour de ces cordons ombilicaux qu'il faut couper. Comme Alexis Gisaro l'avait déjà commencé, est-ce que vous trouvez
que ce conflit nous a été légué par Patrice Emery Lumumba, notre premier ministre, ou c'est par Musée, ou c'est par rapport à notre petite naïveté régime après régime? Bon, parce que vous avez cité une personnalité, je ne dis pas que cette personnalité elle est la seule, non. Nous avons une forte communauté de Tutsis qui ont accepté les Congo comme leur patrie, qui sont avec nous ici. Que des torts, parfois, ils se battent contre l'opinion. Ils sont nombreux. Je ne vais pas faire la fixation sur un seul ministre, parce qu'au Parlement, il y a des notables Banyamulenge ici, il y a des notables Tutsis qui vivent avec nous depuis des années et qui souffrent de cette attitude rwandaise de temps en temps de les utiliser comme des cobayes. Donc c'est une parenthèse qu'on ferme, mais la guerre ici, léguée par Lumumba, j'ai dit non, Lumumba n'y est pour rien. Musée Laurent Désiré Kabila. Musée aux victimes de la naïveté. Bref, ça remonte de très loin. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que Mobutu a fait aux Américains pour qu'on se décide un jour de les chasser du pouvoir. Parce que nous n'allons pas retourner à l'ère Lumumba. Lumumba ne nous a pas légué cette guerre. D'ailleurs, à l'époque de Lumumba et même de Mobutu, c'est l'armée, la force publique qui allait mettre de l'ordre au Rwanda. Donc, c'est plutôt l'inverse. Mais cette guerre remonte à la fin du régime Mobutu. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que Mobutu avait fait aux Américains pour qu'ils se décident de le mettre hors de cette manière-là. Et la manière dont on parle ici, c'était d'aller chercher les Rwandais pour qu'ils viennent nous recoloniser. Et eux, dans leur démarche, il fallait congoliser les combats. Ils sont allés réveiller Musée. C'est là peut-être la responsabilité de Musée peut commencer, mais je crois que Musée a toutes les excuses possibles par rapport aux actuels acteurs politiques du jour. Parce que c'est d'aujourd'hui ont au moins un exemple qui s'appelle Musée. Que Musée, dans, je peux dire, permettez le terme, dans son ignorance, croyait venir en finir uniquement avec Mobutu. Alors que les Rwandais, lui, avaient une autre mission. C'est d'assouvir ou coloniser ou mettre à genoux toute la République démocratique du Congo, au besoin de diriger ce Congo par un Tutsi, entre guillemets, Tutsi congolais. Donc c'est ça la logique rwandaise. Et là, je dis, nous n'allons pas indexer Lumumba dans cela, ni Musée, ni quiconque, surtout pas Tshisekedi, parce que cette guerre, lorsque nous reconnaissons qu'elle remonte d'il y a 30 ans, Tshisekedi n'ayant que 7 ans au pouvoir, ce n'est pas lui qui porte le fardeau, la responsabilité de cette guerre. En fait, la guerre, il faut la trouver dans les visées hégémonistes du Rwanda. Le Rwanda veut avoir le Congo comme une énième province, ou sinon un État colonisé. Donc la responsabilité n'est pas regardée chez nous, mais chez nous, nous avons des traites qu'il faut indexer. Ça vous retourne maintenant à la question du dialogue préalable. Oui, cette fois-là, le préalable, c'est que même le préalable est lui-même par lui-même vidé. Et par lui-même vidé par la déclaration du Rwanda. Le Rwanda vient ici pour nos richesses, derrière plusieurs alibis, soit c'est le FDLR, soit c'est la protection des minorités. Au fait, le Rwanda est là. Mais les amis qui les ont accompagnés, qui ne gèrent maintenant que pour les dialogues, oui, maintenant, on peut dialoguer avec eux en les regardant comme des traîtres parce qu'ils ont accompagné l'agresseur. Les traîtres congolais, il faut les diriger pour les sanctionner ou les renvoyer? Non. L'État a plusieurs mécanismes. Si on opte pour le schéma de réconciliation nationale, réconciliation et autres, mais ça passe toujours par la justice. Il faut que les gens reconnaissent leurs responsabilités et puis on fait une réconciliation nationale. La justice est paix, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il y ait une justice. La justice, c'est qu'il faut que les gens reconnaissent leurs torts. Les acteurs d'aujourd'hui, qui sont au
AFC, qui sont au M23, ils n'ont pas d'excuses comme c'est. Parce que nous les disons, nous les répéterons toujours, pour nous les acteurs politiques d'aujourd'hui, la vie et la mort de Mouzé, ça a été un enseignement pour tout patriote. Il est allé à l'aventure, il a pris le pouvoir, mais quand il a constaté, il a vu la réalité, il a pris les risques. Parce que lui, en disant que les Rwandais devaient rentrer, c'était un risque et qu'il fallait prendre à ce moment-là. Parce que je me dis, c'était au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Il fallait prendre à ce moment-là cette décision courageuse de demander au Rwanda de rentrer. Et cela, effectivement, ça lui a coûté la vie. Mais nous ne devons pas, aujourd'hui, après avoir vu ça répéter, et penser que nous devons avoir un regard de pitié à l'égard des gens comme Nanga, les autres là, Harry Magie, tous ces autres là. Non, c'est inconcevable. Il y a d'autres là qui quittent l'Europe, qui vont, alors qu'ils savent que le Rwanda est ici pour une mission spéciale de nous mettre en tête ou de diriger ce pays par une communauté tutsi. Pourquoi j'ai dit que Mouzé, c'est aussi une école pour nous, et son courage lui a valu le titre d'héros. Parce que les gens pensent que c'est un peu fantaisiste de l'appeler héros par rapport au début. Oui, il a fait de l'aventure, mais par rapport à la fin, il a fallu ce courage. Sinon, on serait là aujourd'hui à chercher une nationalité ou une tribu à James Kabarebe. Parce que nous sommes spécialistes. On allait vous dire non, c'est mon Bunda, etc. Mais après, quand il est rentré, on a découvert qu'il était rwandais. Il était rwandais. De la même manière, avec des gens comme les Bosco Tanganda, on nous a dit qu'ils étaient des Congolais. Lorsque le procès éclate, lui-même reconnaît qu'il est rwandais. Donc maintenant, dites-vous, si Mouzé n'avait pas... Le masque est tombé. S'il n'avait pas pris ce risque-là, je ne sais pas ce qu'on allait devenir. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux jeunes gens sur la population rwandaise, les gens pensent même que c'est la communauté Tutsi qui est plus nombreuse que la communauté Hutu. Non, c'est faux. La communauté Hutu est nombreuse au Rwanda, mais dominée par cette minorité. Ça allait être le même cas. Ici, on aurait un président qui s'appellerait Bouguera, après Bouguera, Azarias Ruberwa, après Azarias Ruberwa, Nyarugabo, et ça continuerait comme ça, et on n'aurait que nos yeux pour pleurer. C'est pour cela. Je retiens que non, il faut peut-être, on peut dire Mouzé, mais Mouzé nous a permis d'ouvrir les yeux. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui fermer ces parenthèses de la même manière que Joseph Faye a le faire, avec le brassage, mixage et autres formules pour faciliter la fragilité et l'infiltration, et nous a fait presque annihiler l'âme de l'armée congolaise. Alors s'il faut organiser ces dialogues à 3 phases, d'abord avec Kagame, puis avec ceux qui ont touché aux armes, et enfin avec les patriotes congolais, quelles pourront être les vraies thématiques à discuter à chaque phase? D'abord avec Kagame, puis avec ceux qui ont touché aux armes, et enfin avec les patriotes congolais. Non, en termes de phase, je laisse la paternité à celui qui a pensé de la sorte, mais globalement, la question Tutsi demeure une épine sous notre pied. Qu'on reconnaisse que les Tutsis sont des Congolais, comme le chef de l'État l'avait dit à un moment, il faut que les gens aient le courage de l'admettre, qu'ils sont Congolais comme nous. Et aussi, lorsqu'on admet qu'ils sont Congolais, qu'ils puissent avoir aussi dans leur attitude le courage de dire que quand les Rwandais affiche son comportement belliqueux, qu'il soit aussi du même côté des Congolais, de fustiger comme tout le monde le fustige. Donc, dès là, le jour qu'on aura cette communion dans la vision, je ne sais pas comment marchera, mais peut-être ça ne sera pas spontané, mais il faut créer des mécanismes des gens de s'accepter, ou d'ériger certains comportements en infraction, où on ne peut pas fustiger quelqu'un du simple fait de le voir, ou quelqu'un aussi ne peut pas se penser filtré parce que les autres les regardent. Qu'on crée des mécanismes qui aient cette paix du cœur
qui a été malheureusement brisé par les comportements de Kagame, parce que je dis les comportements de Kagame, les gens qui suivent l'histoire de cette région, ils savent aussi que ces deux peuples, les Congolais, les peuples autochtones du Rwanda, Congo, les Bashi, les Nande et les autres, ont toujours vécu en harmonie avant 1994. Donc ils ont vécu en harmonie, ils ont continué à faire le commerce ensemble. D'ailleurs, même avant toutes ces guerres ici, il y a des gens qui vivent à Gisenyi, qui ont leurs activités à Goma. Il y a vice-versa, des gens qui vivent à Goma, qui ont... Et ils traversent la petite barrière presque chaque jour. Oui, maintenant, l'attitude belliqueuse de ces régions qui a créé une plaie entre les deux populations, c'est ça qu'il faut penser. Penser et faire la démarcation nette entre les Rwandais, entre les Tutsis rwandais et les Tutsis congolais, pour autant que nous avons accepté qu'ils existent chez nous comme les compatriotes. Le Rwanda commence à s'accrocher sur le problème des frontières coloniales. Vous trouvez qu'après la conférence de Berlin de 1885, les provinces de l'Est appartenaient au Rwanda et qu'ils les revendiquent aujourd'hui? Bon, c'est toujours une autre fiction. C'est l'euphorie du Rwanda seulement qui a inventé chaque fois quand ils sont au bout du mur, parce que les gens qui suivent l'histoire, qui connaissent l'histoire, c'est plutôt le contraire qui était admissible. Donc le Rwanda, Burundi, c'était les provinces, c'était les énièmes provinces du Congo. Donc si on peut raisonner comme ça, c'est nous qui irons chercher une frontière au-delà de nos frontières. Dès lors que ça a été coupé comme ça, il faut accepter. On n'interdit pas à la population de se retrouver à gauche et à droite. Nous n'avons pas, les limites ne nous empêchent pas d'être en contact avec nos voisins. Avec nos voisins, brassavillois, zambiens, 9 voisins pour la RD Congo. Oui, les gens circulent pour autant qu'ils respectent les règles de l'État qui les accueille. Donc, aller chercher les frontières, c'est imaginaire, c'est chimérique, tout simplement. Quelle est la solution magique pour contrer cette démarche, la balkanisation du Congo? Non, il nous faut un État fort. Qui dit État fort, il faut une armée forte, dissuasive. On connaît que le Congo, ce n'est pas un État belliqueux, donc nous devons avoir une armée capable de répondre à tout. Mais une armée qui n'ira jamais provoquer les voisins, qui protégera tout le monde. Quand je dis tout le monde, y compris les Tutsis congolais, qui n'ont droit qu'à la protection émanant de l'État congolais, pas une protection qui viendrait de l'État voisin. Les États africains et mondiaux commencent à nous ramener impérativement au dialogue. Vous trouvez qu'il faille qu'après le mandat des élus, nous puissions passer par une transition avec ceux qui nous ont agressés et qui ont fait couler les sangs des Congolais? Vous dites que c'est la communauté internationale qui nous y amène. Non, je pense que le dialogue est toujours permanent. Et nous devons l'encadrer. Passage obligé. Nous devons l'encadrer. Non, il est permanent parce que vous avez parlé du Parlement, des chambres hautes, chambres basses. C'est ça le dialogue. C'est la formule même formelle du dialogue. Mais tout autre dialogue, je ne vois pas que les gens refusent de se parler. Mais se parler en prenant chacun ses responsabilités. Ceux qui ont fait couler le sang doivent répondre de leurs actes. D'autant plus que nous avons un exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque des Mosées, où les gens étaient étonnés de se retrouver dans les bras des Rwandais. À l'époque des RCD, oui, les gens pouvaient même être étonnés à se retrouver entre les bras des Rwandais. D'ailleurs, pour preuve, tous les gens qui ont fait les RCD aujourd'hui ne sont pas même fait trop, parce qu'ils ont vu. Et nous qui avons suivi cette histoire, cette évolution, étape par étape, nous n'avons pas le droit d'avoir osé de répéter la même chose. Donc la responsabilité, peut-être c'est notre faute pour la tolérance zéro et l'impunité qui fait que de temps en temps, les jeunes Congolais estiment que pour se taper un poids politique quelconque, il faut aller, de la place sous le soleil congolais. Il faut aller à la rébellion, il faut tuer, il faut toucher les sangs des Congolais. Non, cette histoire doit cesser de la manière de cesser, c'est qu'il faut sanctionner ceux qui sont allés de notre côté, tout en ne fermant pas la porte au dialogue avec les Rwandais, parce qu'il y a des choses qu'il faut se dire. Si les Tutsis congolais sont les nôtres, laissez-nous protéger tous citoyens. Comme on protège un Yaka, un Nande, un Tutsi,
L'État doit être à même de le faire et il n'y a que l'État congolais qui peut le faire, pas un État voisin. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il faut lever toutes les condamnations pour avoir un dialogue inclusif? Non, ça ne se passe pas de la sorte. Ça ne se passerait pas de la sorte. Les condamnations, c'est une démarche judiciaire. Et la démarche judiciaire a ses mécanismes de résolution. Lorsque quelqu'un est condamné et qu'il faut revoir, bon, on passe par une autre condamnation. Tenez, même notre héros Kimbangu, condamné en 1900, les années 60, sa mémoire a été revue par un procès. Donc, dites-vous, quand il y a un procès, il y a des mécanismes pour revoir les condamnations. Ce n'est pas par un discours, ce n'est pas par l'effet des réseaux sociaux qu'une condamnation va voler à l'éclat. La condamnation reste une condamnation, mais les mécanismes sont connus. Si les chefs de l'État arrivent au bout d'une condamnation à utiliser ces mécanismes que nous connaissons, il y a la grâce présidentielle ou amnistie généralisée et autres, oui, on peut y arriver parce que ça sera légal. Mais en faire une condition, je ne pense pas. Si nous arrivons à avoir l'impérium dont je parle de notre armée, le jour que cette armée qui est en train de monter en puissance va asseoir effectivement cette puissance qui équivaudrait à la puissance de l'État, je crois que tout ce théâtre va se terminer. L'État ne nous attend pas. Si et seulement si, ce n'est pas un secret. Quelles sont les erreurs que nous avons accumulées qu'il faille que nous puissions corriger face à cet état des choses? Je commençais par vous dire, je ne sais pas pourquoi les Américains ont tourné les doigts à Mobutu et pensé qu'il fallait les chasser de cette manière-là et penser un jour que les Nilotiques pouvaient diriger ce pays. Je ne connais pas. Mais je peux m'hasarder d'y penser, à penser à la légèreté dans la gestion de la chose de l'État. La res publica. La légèreté dans la gestion de la chose de l'État, ça signifie la corruption, le népotisme et tout ce qui va avec. Donc, cet État que le monde a considéré comme un bien de tous devait être dirigé par les gens qui sont à la hauteur de ces potentiels qui sont bien sûr. Mais je crois que si la gestion des 32 ans de Mobutu n'était pas aussi teintée de certaines légèretés, je crois que la communauté internationale, particulièrement les Américains, n'auraient pas pensé un jour chasser Mobutu de la sorte. Ça serait peut-être de Mobutu, après Mobutu, effectivement, Tshisekedi ou un père Ali de Pes, mais aller chercher ces raccourcis, je crois qu'il y a des choses que la communauté internationale a à nous reprocher. Et ça tourne autour de la bonne ou la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, il faut se départir de cela. Il nous faudra donc une bonne justice distributive, ça signifie une justice indépendante, objective, impartiale et souveraine. Et digne, parce que digne dit aussi que les magistrats doivent vivre dans la dignité. Si on arrive à asseoir aussi cette justice, l'État va remettre ses lettres de noblesse et nous allons nous faire respecter par cette communauté internationale et démontrer le contraire que nous sommes à même de diriger ce pays et de faire progresser la communauté nationale et pourquoi pas, et par ricochet, la communauté internationale. Et je crois que ce respect va nous faire en sorte que ces velléités rwandaises puissent être étouffées dans l'œuf. Et je crois que ça sera pour toujours. C'est donc une affaire à suivre. Séraphin Oumbaka Pepe, je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du regroupement politique IDPS Kibasa et allié, c'est l'Union sacrée de la nation. De ton Dieu. Merci. Merci, Rabbi Antonio. Awa tobaluka na ngambo ya Jean Benoît Tando, président ya OTUC, wazeli kosenga basali ete bazela pona komona soki le foot ya sanzo ya Yambo et kotosa SMIC actualisé te o ya 21 500 ndenge premier ministre
à le Baki Yango, surtout qu'ils ont déjà un décret publié dans le journal officiel. Tolandaye, Boyoto Yakozonga. Jean-Benoît Tandouboka, vous êtes président de l'Organisation des travailleurs unis du Congo. L'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC actualisé suscite des réactions entre employés et employeurs. Que fait en votre qualité de défenseur des travailleurs? Merci M. François pour la question. Je crois qu'il n'y a pas de contradictions par rapport au SMIC aujourd'hui. Parce que le SMIC est le fruit d'une concertation tripartite entre syndicats des travailleurs, syndicats des employeurs et les gouvernements. Et nous avons été au CNT, c'est les cadres appropriés et indiqués, où nous avons été dans les discussions en tripartite et à l'issue, nous avons produit le SMIC. Je rappelle, c'est à 21 500. Avant les 21 500, il s'est posé un problème d'application du SMIC décidé en 2017, qui était fixé à $5. Malheureusement, l'application avait posé un problème. C'est comme ça que le ministre sortant à Kwakwa avait pris aussi un décret avec Madame la Première ministre pour réajuster le SMIC à 21 500. Non, on avait réajusté d'abord à 14 500. C'était le réajustement jusqu'à décembre 2025. Et on a fixé le SMIC à 21 500, dont l'application c'est à partir de janvier 2026. Donc nous attendons que nos membres, les travailleurs, puissent être bénéficiaires du décret signé par Madame la Première ministre. Parce qu'il y a eu les décrets, le décret a été signé et le décret a été publié dans le journal officiel. Donc aujourd'hui, nous, travailleurs, nous attendons l'argent tel qu'il est fixé dans les décrets. Donc il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à interpréter. Voilà. Lors de la dernière audience que la Première ministre Judith Suminho Tuluka a accordée à la délégation de l'intersyndicale nationale du Congo, la chef du gouvernement congolais avait précisé que par rapport au dérangement dont elle est victime de la part de la FEC, il faille que cette question soit débattue au cours d'une session du Conseil national du travail. Ne voyez-vous pas que ça risque de ramener l'application en arrière? Non, je ne pense pas. Moi, je crois que c'est vrai, FEC a tenté à maintes fois solliciter l'appui de Madame la Première ministre Souminois par rapport à cette question. C'est normal parce que nous sommes dans une matière dynamique. Nous sommes en droit du travail, le droit du travail est dynamique. Et nous sommes des partenaires. Lorsqu'un partenaire pose un problème, je crois que la réflexion voudrait assez que nous puissions être attentifs par rapport à ce qu'un autre partenaire déclare. Vous comprenez? Non, parce qu'il a dit, il a posé des problèmes. C'est comme ça que Madame la Première ministre nous a reçus et il nous a écoutés et nous avons été clairs par rapport à cette question. On a été totalement clairs et avec beaucoup de précision que le SMIC est déjà fixé. Le SMIC est coulé, publié par les journaux officiels. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait réuni les congrès, c'est-à-dire les parlements et les sénats. Il a annoncé les 21 500 comme SMIC pour aménager les travailleurs, pour que les travailleurs soient dans des conditions décentes, acceptables. Et c'est connu de tout le monde. Et nous avons dit à Madame la Première ministre, nous avons refusé, mais il nous a expliqué quand même certaines choses. On a dit, bon, ce n'est pas un problème. Nous ne pouvons pas fuir les dialogues. Les dialogues, c'est le cadre où nous pouvons échanger avec nos partenaires. C'est comme ça que nous avons accepté.
et que nous prendrons part à cette rencontre-là des CNT, et nous sommes disposés, et avec la position que nous avons déjà prise, et ça demeurera. On ne changera pas. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes convenu clairement? Que le paiement va être un peu suspendu en attendant les conclusions de la session du Conseil national du travail? Non. Le décret est impératif. Et les décrets s'imposent. Nous ne pouvons pas suspendre les décrets. Madame la Première ministre, on ne peut pas la suspendre. On ne peut pas les suspendre. Les décrets là, et dans les décrets, on dit on va appliquer les 21 500 doit être payé à la fin du mois de janvier. C'est ce que nous attendons. Que faire des employeurs qui n'appliqueront pas, car pour votre information, cette semaine même, les travailleurs de la CEDEM de Lubumbashi ont marché jusqu'à l'hôtel de ville de la province du Haut-Katanga pour déposer leur mémorandum à l'Assemblée provinciale de sorte à ce que les employeurs chinois puissent appliquer les SMIC actualisés. C'est vrai qu'il y a des employeurs qui sont réticents à l'application. Que faire? Nous sommes encore les 27. Les 27, et je crois que les mois se terminent dans quelques jours. Et les réactions, c'est après le 31, on va constater, parce que la loi dit qu'il faut terminer à payer dans les 6 jours qui suivent. Alors si dans ces délais-là, cela ne se fait pas, à ce moment-là, nous allons voir comment les choses vont se passer. Et nous refusons qu'il y ait des remous. C'est ce que nous refusons. Nous voyons le pays ce qu'il est aujourd'hui avec les bandits qui nous dérangent à l'Est. Nous ne voulons pas prêter flanc à ces bandits-là pour dire que voilà, déjà, il y a des manifestations, il y a des mécontentements à Kinshasa. Non. Et nous ne voulons pas qu'on arrive à cette situation. Et nous demanderons à nos partenaires employeurs d'appliquer ce qui est des droits, conformément au décret de Madame la Première ministre Souminois. Au cours de cette audience que la Première ministre avait accordée à la délégation de l'intersyndicale nationale du Congo, la question des élections syndicales avait aussi été abordée. Le président de l'INC avait signalé que ce n'était pas le moment, étant donné que certaines provinces étaient encore sous contrôle rebelle, là où il y a encore des travailleurs. Oui. La réponse du ministre, du président de l'INTC, Augustin, j'en fais mien aussi. Ce que Augustin dit, c'est comme si nous l'avons réfléchi ensemble. Et je crois que c'est la position du banc syndical parce que notre porte-parole, les camarades Kiyangi Fidel, Kiyangi Matangila, l'a dit aussi, au nom de tous les travailleurs, au nom de l'intersyndical, il l'a dit avec précision, on n'a pas droit à ces chapitres-là. Donc les élections, ça doit attendre parce que d'ailleurs c'est au mois de juin qu'il faut renouveler le mandat. Mais de quelle manière on va renouveler le mandat alors que beaucoup de travailleurs sont à l'Est, ils sont amputés de Kinshasa? Non, nous ne voulons pas aller dans ce schéma-là. Et pour qu'il y ait élection, le ministre doit d'abord convoquer les partenaires autour d'une table, on discute pour dégager un mode civivendi. Donc, nous n'avons pas droit au chapitre à l'instant par rapport aux élections. Donc, on doit attendre. Jean-Baptiste Tandouboka. Jean-Benoît Tandouboka, président de l'Organisation des travailleurs unis du Congo. Si la question vous est posée de savoir qu'est-ce que vous avez pu gagner de la lutte syndicale menée au cours de l'année 2025 au profit de la base, quelle serait votre réponse? Mais la première réponse, c'est les SMIC. Bien que ce n'est pas une action individuelle, mais une action concertée. Les 12 syndicats représentatifs du pays. On a été dans ces dialogues-là, où on n'oublie pas que nous sommes 3e dans cet échiquier-là. Nous sommes 3e. Donc, les premiers résultats, les premières actions, la première action forte, c'est les SMIC. Ça, c'est sur le plan national. Mais sur l'échiquier national, c'est ça. Mais dans les entreprises, il y a eu beaucoup d'histoires que nous devons, mais si je ne le dis pas, on a fait beaucoup d'histoires dans les entreprises. Nous avons participé dans l'augmentation des salaires, nous avons participé à la réalisation de certaines conventions collectives, et nous avons accompagné les travailleurs de l'inspection au tribunal et ils ont eu gain de cause. Donc il y a eu beaucoup d'actions en notre faveur.
Qu'est-ce que vous mettez à l'avant-garde pour cette nouvelle année 2026 au profit de la base? Bon, en tout cas, je reviens encore parce que nous avons aussi formé. Hein. On a donné la formation parce qu'il faudrait que le travailleur soit renforcement formé. des capacités. Renforcement des capacités. Parce qu'il ne faudrait pas placer devant les employeurs des gens qui n'ont pas la maîtrise du code du travail, des gens qui n'ont pas la maîtrise. Vous savez, aujourd'hui, les syndicats, c'est une science. Et faire le syndicalisme, c'est une science. Mais c'est d'abord un art. Un art parce que c'est né avec... on est avec ça. Mais il faut ajouter la dose de la science pour que les travailleurs soient en mesure de discuter, de négocier avec nos partenaires employeurs. N'oubliez pas parce que les employeurs sont des universitaires. Il faut en face des universitaires, des cadres, il faut quand même des gens qui ont un cerveau. Les gens qui sont capables de réfléchir et de pondre les bonnes idées en vue de réaliser des bons résultats pour l'intérêt des travailleurs. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les partenaires gouvernement ne puissent pas répondre directement à vos revendications? C'est dit à quoi? Non, moi je crois que dire que les partenaires ne répondent pas. J'ai dit par exemple les SMIG là. Vous savez que le gouvernement est partie prenante. Pour le SMIC, j'ai dit c'est les tripartites. Il y a FEC, ANEP, COPMECO, et puis il y a un autre syndicat là, il y a gouvernement, et il y a la CC, la CDT, l'OTUC, il y a FOSICO, il y a... Tous les syndicats qui ont fait gagner tous les syndicats, pas tout. Le prix représentatif. Le prix, parce que nous sommes 157, qui sont reconnus par le gouvernement, par l'État congolais à travers les 12 qui avaient gagné les élections. Qui sont bien positionnés. Voilà. Il y a CGSA aussi, il y a les syndicats de mon ami ici, Jacques Kinyamba. Voilà. C'est donc une affaire à suivre, monsieur Une affaire à suivre. Monsieur Jean-Benoît Tando. Mais nous sommes 12, je ne voudrais pas que les autres disent il y a André avec son syndicat, il y a Biamungu avec son syndicat. La liste donc nous sommes 12. Voilà. Monsieur le Président, nous vous remercions. Je vous en prie. etikali nanga obe kotonda bino botondi bino ba bozalaki na biso elongo à travers ce nouveau numéro ya Tribune Libre na kombo ya Daniel Tshungu Firandongala Padu Bombusa Guillaume Mubenga mingi bino ba bozali kotambola na bendela ntomba Kongo na mitema na bino François Mukanda atondi bino sengeli ete moko na moko mituna eloko nini ya zali kosala pona ntomba Kongo ko banda na présidence ya République kino bagarde de morgue tokutani mbalasi.